Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été, donc c'est le moment des hors-séries, et à cette occasion, je vous propose un format légèrement différent de d'habitude. J'ai invité des femmes à venir s'exprimer sur leur séduction et sur leur sexualité pour 4 épisodes inédits. Cette semaine, nous parlerons de drague, et en particulier de meilleurs moments et des plus grandes looses. J'ai avec moi Daisy, fondatrice du blog La M'expliqueuse et autrice. Bonjour Daisy. Bonjour. Et Marion, metteuse en scène, directrice d'acteurs et d'actrices et auteure à Paris. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous le savez, j'aime bien rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi tes plus beaux moments de drague, Daisy ? Alors, je me suis pas mal posé la question et franchement, c'est beaucoup plus facile de trouver des mauvais moments et des moments de loose que des beaux moments de drague. J'ai beaucoup utilisé les applis de rencontres, les réseaux sociaux et tout ça parce que je suis nulle dans la vraie vie et trop intimidée et tout. Alors que je trouve ça beaucoup plus facile sur une app de rencontre. Au moins, tout le monde sait pourquoi on est là, quoi. Et mes premiers dates, en général, c'est j'aime pas faire des trucs merveilleux où on va aller, je sais pas, sur la Tour Eiffel, il va y avoir un feu d'artifice et puis lâcher de colombes et tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est même pas aller voir un film, en fait, parce que quand tu vas voir un film, c'est tu passes plus de temps à regarder le film qu'à discuter avec les personnes. Et mes meilleures dates, en fait, c'est surtout... ça va être très cucu, quoi, mais ce que je vais dire. Mais en fait, c'est parce que c'était avec une personne géniale et on s'est assise à une terrasse à 18h et on n'en a pas bougé jusqu'à la fermeture du bar parce qu'on avait plein de choses à se dire. Pour moi, c'est vraiment ça l'idéal, en fait. C'est surtout je suis là pour découvrir quelqu'un et pour parler avec quelqu'un. Et quand on a des choses à se dire, en général, c'est ça qui est le plus merveilleux possible, en fait, dans un date. Voilà. C'est cucu, hein. Mais non, c'est super beau. Et puis surtout, ça évoque des choses chouettes. Enfin, en plus, le côté terrasse, là, on est en plein dans cette redécouverte du rendez-vous avec l'autre dehors en terrasse. On sait qu'il y a des beaux moments à vivre. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, je te pose la question, mais tu aimes draguer ou être dragué ? Alors, tu as dit que t'aimais pas trop draguer, mais est-ce que c'est agréable pour toi d'être dragué ? J'aime... en fait, mon problème, c'est qu'en général, quand je suis draguée, je m'en rends pas compte. Ou je m'en rends compte le lendemain ou un an plus tard. Ah, en fait, peut-être que cette personne était intéressée. Enfin, j'ai des histoires comme ça où il y a toujours un truc, une histoire en particulier, un nouvel an où j'avais chez des amis, il y avait l'un d'entre nous qui était arrivé avec une fille et qui était très sympa et avec qui on a beaucoup parlé et tout. Et puis à un moment, ils sont repartis. Et j'ai discuté un peu avec d'autres personnes et j'avais présumé en fait que c'était sa copine, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Et d'un coup, toute son attitude vis-à-vis de moi s'expliquait à une autre lumière. J'étais là, oh non! Et bon, et je l'ai jamais revu. Parce que du coup, quand tu t'en rends compte après coup, t'arrives à rattraper le truc ou en général, quand tu t'en es pas rendu compte et que tu t'en rends compte après, c'est mort? Faut qu'il y ait beaucoup de volonté de part et d'autre pour rattraper ces coups-là. Par exemple, ma première histoire d'amour sérieuse, c'était une fille avec qui on a fait plein de rendez-vous en fait avant que finalement on ose s'embrasser et en fait elle m'a envoyé rétrospectivement, je m'en rends compte, plein de signaux et j'étais là peut-être je suis en train d'imaginer des choses, non, c'est pas possible. J'étais totalement dans le doute, quoi. Et en fait, les seules fois où vraiment je me suis rendu compte que j'étais dragué, c'est quand j'étais dans des situations où j'étais en couple exclusif et absolument pas disponible. Et là, d'un coup, les personnes qui arrivent avec leurs gros sabots, tu t'en rends un peu plus compte. Mais voilà, je raconte tout ça et en fait, il y a peut-être tout un tas d'autres fois où j'ai été dragué et je m'en suis jamais rendu compte, quoi. Là, ce soir, tu vas te coucher et tu vas revoir toute ta vie défiler et tu vas dire, est-ce que cette personne me draguait ou pas? C'est la grande difficulté, le doute perpétuel. Ça nécessite beaucoup de confiance, effectivement, de se dire, si la personne m'envoie un signal, déjà, il faut donc être sûr de sentir bien le signal, puis souvent, c'est subtil. Et de faire ce pas qui permet de faire switcher la relation et le moment parce que on n'a pas toujours cette confiance-là. Marion, c'est quoi pour toi tes beaux moments de drague ? J'ai un peu le même problème que Daisy, c'est que quand j'ai connu le thème d'aujourd'hui, j'ai vu pratiquement que des mauvais moments. Moi, j'ai été pareil, j'ai été très peu draguée. Et
crois pas pour le coup que je m'en rende pas compte. Je crois vraiment qu'il n'y a pas eu de pas, en fait. En très beau moment de drague, moi, j'en ai eu, mais c'est mes démarches de drague. Et je crois qu'un des plus beaux... En fait, c'est pas vraiment un moment de drague, c'est de la persévérance, quoi. Ça compte. J'étais bien plus jeune, je devais avoir 20 ans ou 21 ans, et j'ai vu un mec dans une web-série que j'ai trouvé sublime, et je me suis dit je le veux. Mais je savais pas du tout comment contacter ce mec, et j'avais une idée de web-série depuis longtemps, et du coup j'ai monté un dossier de production, on a été produit, je trouvais un réalisateur, je trouvais mon équipe, et j'ai contacté le mec via internet en lui proposant un rôle que j'ai fait spécifiquement pour lui, non mais n'importe quoi. Tu veux dire que t'as créé une web-série pour pécho un acteur? Complètement. Complètement. Et il est venu. Alors, en l'occurrence, la web-série a jamais vu le jour. En revanche, moi, j'ai eu ma nuit. Jolie. Voilà. Après, c'était un peu catastrophique parce que il avait une meuf, il voulait pas craquer. Mais je pense qu'au niveau drague, c'est le plus ouf que j'ai fait, ouais. Créer une web-série entière avec un budget, une équipe, des acteurs, des locaux, uniquement pour me taper un mec que j'ai vu dans une obscure série sur Dailymotion. Enfin, tu vois, le truc qui a aucun sens, quoi. C'est vachement flatteur pour lui, pour le coup. Il était au courant ou pas du tout? Non. D'ailleurs, est-ce qu'il va écouter ça? Non, mais attends, s'il tombe là-dessus, c'est l'horreur. C'est l'horreur, parce qu'il va comprendre, quoi. Parce que, peut-être qu'il y en a plusieurs, en fait. Je sais pas si t'as fait d'autres web-séries ou... qui sont jamais sortis, ouais, d'autres. Il va y avoir tout un tas de mecs qui vont écouter ce truc et qui vont se dire « Ah, c'était moi !» Non. S'il écoute, il sait que c'est lui. Vraiment. D'ailleurs, si tu m'écoutes, hein, j'habite à nouveau à Paris. Ouais, si on en est aux petites annonces, si un jour vous m'avez dragué, vous pouvez m'envoyer un message pour me dire « Rappelle-toi, en 2015 et tout », je serais très contente de le savoir. C'est une belle annonce. Moi, j'ai demandé à mes abonnés Twitter quel était leur plus beau moment de drague. Et d'abord, j'ai eu que des réponses de femmes. Enfin, c'était pas évident, j'ai pas posé ma question de manière à avoir que des réponses de femmes, mais c'était le cas. J'ai pas d'homme qui est venu lever la main et me raconter un truc. Et en plus, c'était toujours des femmes qui étaient en position de dragueuse. Je pense que comment tu réécris l'histoire dans ta tête, vous disiez toutes les deux que vous vous rappeliez que de vos moments pourris, mais en réalité, je pense que c'est parce que le traumatisme est plus fort que les moments où on est fier de nous. Enfin, on garde que ça aussi. C'est marrant parce que du coup, sur Twitter, sur Internet, c'était le cas aussi. C'était vraiment des femmes qui se rappelaient du moment où elles se s'étaient senties super courageuses, spécifiquement. Et je pense que ça en dit vraiment long sur la façon dont on appréhende tout ça. Avec un côté, un prisme un peu négatif de base, et puis ensuite un prisme super spécifique du moment où on a fait un truc un peu dingue. Alors j'ai un témoignage de Louisa, qui raconte qu'à une soirée, elle le plus beau mec de la soirée, on visualise spécifiquement, impossible à approcher frontalement, trop de bombes autour de lui. Donc le mec que vraiment tout le monde veut. Il a un compte Twitter, elle dit ça se tente. Elle a envoyé un DM pour qu'il la rejoigne dans la soirée. Elle dit je sais pas pourquoi ça a marché mais merci Twitter. Donc en fait elle a eu cette espèce de stratégie externe de tenter le DM au type qui était vraiment écrasé par les meufs à cette soirée-là. On dit bravo, c'était audacieux et c'est une bonne façon d'utiliser Twitter. Franchement, bravo. Ouais. On connaît le truc des DM Twitter, ça marche. Hein. Quand on passe des années sur Twitter, on connaît ce petit truc-là. Et puis Elisabeth qui dit, lorsqu'elle draguait celui qui est devenu son mari, elle l'avait invité à son anniversaire. Elle dit qu'elle a fait attention à pas être trop lourde pendant la soirée. On connaît, on y pense. Puis au moment de lui faire la bise pour lui dire au revoir, elle lui a mis la main aux fesses directement. Elle dit histoire d'être sûre que le message passe bien. Alors bon, du coup, elle l'a épousé, donc le message est bien passé. Mais je trouve que c'est des gestes un peu. Tu te dis le lendemain, tu te dis waouh, qu'est-ce que j'étais badass. Et moi, j'en ai pas tant que ça de aussi fort parce que je sais que j'ai cette tendance naturelle à me lancer dans une concrétisation que quand je suis à peu près sûre qu'on va me répondre positivement. Je pars pas genre en mode commando sur un truc ou kamikaze où je me dis peut-être il y a je sais pas moi 8 chances sur 10 pour qu'on me prenne un râteau monumental. J'ai ce truc de un peu protection naturelle où je me lance pas dans des galères quoi et je m'en veux un peu parce que du coup j'ai pas tenté des trucs déconnants où je puisse dire non mais j'ai tenté le plus beau la plus belle personne de la soirée, la plus belle meuf et tout. J'ai pas fait ça ou alors on avait eu un truc quand même, un eye contact ou quelques mots et du coup mais je fais confiance un peu plus à mon instinct. Souvent quand je me dis par rapport à toi Daisy, moi j'ai toujours ce truc où je sais pas, c'est comme si t'alertes dans la tête, tu te dis là il y a un truc qui est en train de se passer.
Je pense qu'il m'en faut plusieurs pour que je finisse par concrétiser avec un move quel qu'il soit. Mais je me dis, quand il y a une ambiguïté, j'arrive à la sentir un petit peu quand même. Puis bon, après, la vie faisant, on n'est pas toujours disponible aussi. On dégage aussi quelque chose qui fait que parfois, les gens n'envoient pas les signaux parce que on n'a pas l'air disponible aussi. Hein. Tu disais, Daisy, spécifiquement que toi, tu le sentais plus quand t'étais pas disponible. Ouais. Je pense que ce truc de disponibilité de ce qu'on dégage est hyper important là-dessus. Clairement. Bah alors moi, vraiment, en fait, en vieillissant, parce que je vais avoir 40 ans là, donc je commence à être une vieille routarde et tout, je suis de plus en plus détachée par rapport à la peur qu'on me dise non, en fait. Et je me suis retrouvée quelquefois avec des histoires où vraiment, en fait, on discutait et tout, et puis à un moment, je me dis, en fait, Cash, est-ce que tu veux qu'on couche ensemble? Subtilité. Voilà. Et parfois ça marche, et parfois ça marche pas, mais en fait, je suis je vais pas dire que je m'en fous, parce que si je le demande, c'est que j'ai un peu envie qu'on me réponde oui. Mais si on me dit non, c'est pas grave, quoi. Ça t'a pas coûté grand chose de plus que le tenter. Ouais, quoi. Voilà. Et j'essaye de le faire avec suffisamment de légèreté et de, la bonne attitude pour que ça paraisse pas comme quelque chose comme un coup de pression, quelque chose de prédateur, je sais pas quoi. Juste, au fait. Comme ça, si la personne te répond non, ça ne nique pas votre relation aussi après. Ouais. Si la personne se sent pas pressurisée. Je sais pas, c'est mon côté. En fait, des fois, c'est super compliqué. On passe des heures à jouer, à tâter le terrain, machin. Bon, des fois, ça peut être sympa, mais des fois, t'as juste envie de dire bon. On passe la vitesse supérieure. Ouais, on y va ou pas? Et puis. Et tu parlais de la drague sur Twitter aussi, et moi j'ai peut-être une expérience de drague aussi sur Twitter, mais totalement quasi involontaire en fait. J'ai rencontré une de mes mutues comme ça, on s'est dit tiens si on se faisait un déjeuner et tout, en attendant pas grand chose quoi. Et puis on a déjeuné ensemble, c'était sympa, on a fait connaissance. Elle m'a parlé de son mari et de ses enfants et tout. Donc moi de toute façon de base je me disais voilà quoi, il y a aucun indice qu'elle serait bi ou lesbienne, plutôt l'inverse. Et puis du coup un peu après en DM je lui dis c'est vraiment dommage parce que si t'avais été célibataire et lesbienne, je t'aurais dragué. Ça fait beaucoup d'éléments à changer. Voilà, tu vois. Et quelques temps après, elle l'était parce que, en fait, genre une semaine après, elle m'a envoyé un message en me disant je repense beaucoup à ce que tu m'as dit et tout. En plus, ça a été, il y a eu le confinement qui est tombé au milieu de tout ça et tout. Enfin, elle est ressortie du confinement séparée de son mec et on a commencé à avoir une relation. Alors que j'avais vraiment envoyé ce message en me disant, sans arrière-pensée, en me disant que justement je pouvais l'envoyer parce que ça n'avait aucune chance de créer quoi que ce soit. C'est cool, franchement. Ça prouve qu'il faut tenter aussi. Et puis, en plus, tu l'as même pas fait pour tenter, tu l'as fait aussi pour la blague, le clin d'œil, ou pour lui dire qu'elle t'avait plu. Ouais, parce que je me suis dit qu'elle serait, ça fait prétentieuse de dire ça, mais qu'elle serait flattée, quoi. Je veux dire, c'est toujours, moi j'aime bien savoir que je plais. Bon, pas forcément quand c'est un mec dans la rue qui me dit madame, mais c'est sympa de savoir qu'on plaît, quoi. Oui, ça fait un petit... Mais c'est ça, ce truc de la drague aussi, c'est que ça peut faire un petit coup de boost à l'ego et pas coûter plus que ça, sauf pour les dragues relous dans la rue. Marion ? Mais c'est marrant parce que en écoutant, et c'est en parlant là, qu'on réalise des choses sur soi. Là, tu parles de l'ego, mais moi, je réalise que tous les mecs que j'ai eus, je suis partie à la chasse. Là, je parlais de la web-série, mais il y a un autre mec, j'ai mis 3 ans à l'avoir, mais vraiment 3 ans au compteur, quoi. Et en fait, t'es un serial killer, en fait. Mais c'est affreux. Non, mais c'est affreux de me dire que tout ça, c'est de l'ego, tu vois. C'est tant que je l'ai pas, je vais avoir un doute sur moi. Et une fois que je l'ai, là, le mec de 3 ans, quand je l'ai eu, je vais dire, bon, c'est bon, je peux passer à autre chose, tu vois. Mais il me le fallait, c'est fou, quoi. Donc c'est dingue parce que je me rends compte que je mets en place des stratagèmes incroyables, quoi. Moi, avec ma meilleure amie à une époque, on avait ces stratagèmes-là le crush était quasiment une religion. C'était un truc qui rentrait dans notre quotidien, mais je pense que c'était quelque chose qui était au-delà de la personne, qui était plus dans le fait de partager quelque chose toutes les deux, un truc amical on a un goal précis, une aventure qu'on partage ensemble, et aussi un truc presque artistique.
C'est que ça relevait presque de la performance. Il fallait faire le truc le plus dingue, le plus fou, que les mecs ne sauraient jamais. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui avait visé à se faire partager, même si il y avait eu un de ces crushs qu'on avait épousé et qu'on était resté avec pendant 20 ans, ce qui n'a pas été le cas. Aucun des crushs n'a été transformé après en relation, à proprement parler. C'était pas le but, en fait. Puis c'était peut-être probablement pas des mecs qui le méritaient aussi. Et ben, du coup, on l'aurait jamais dit. Mais ça commence, c'est marrant que tu dis ça, mais je trouve que ça commence dès l'école primaire, cette affaire. On a déjà le nom du garçon qu'on aime en secret noté, on connaît déjà la salle dans laquelle il accourt, on commence déjà à se rapprocher de son meilleur ami pour... Voilà, moi j'ai appris le foot à 10 ans pour plaire à Gaël, si tu m'écoutes. CM2B. Mais ça commence très tôt, je trouve, ce truc-là. Et notamment la complicité des copines sur le crush. Et c'est très vrai ce que tu dis. C'est pas tant le crush qui est important, c'est tout l'univers qu'on va créer autour de ce crush-là. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour lui plaire? Qu'est-ce que ta copine va comprendre? Et ta copine qui t'aide, qui va venir te voir, il finit à telle heure, il est séparé de ta nana, j'ai appris son signe astrologique. Je ne sais pas si vous connaissez l'application de rencontre Happn ou si vous l'utilisez, mais ils ont fait une étude en mars dernier sur les pratiques de leurs utilisatrices. Et je trouve ça assez intéressant parce que pour 56% des femmes utilisatrices à qui ils ont posé la question, c'était naturel de faire le premier pas. Ce qui est une très bonne chose, on applaudit, c'est très bien. Et 2 utilisatrices sur 5 ont déclaré envoyer le premier message à la personne sur qui elles avaient crushé. Mais dans la vie, c'est vraiment une autre affaire. Les utilisatrices déclaraient plutôt préférer faire le premier pas via une appli, à 42%, que dans la vraie vie, à 14%, ce qui est quand même vraiment pas beaucoup. Moi, je suis clairement donc dans la team premier pas, mais ce que je vous disais tout à l'heure, le premier pas qui est assuré, pas le premier pas dans le vide. Du coup, ça fait un tri. Et je me demande souvent comment et pourquoi certains hommes décident de faire du chiffre dans cette histoire de drague, en fait. Comme pour moi, on est dans la drague qualitative, c'est-à-dire avec un but ou assuré ou machin. Je me dis, parfois, il y a quand même des hommes qui draguent de manière hyper générale, les fameux mecs dans la rue aussi, même si on peut appeler ça une drague, bon, voilà, ça reste de la drague. Et d'ailleurs, au début de ma carrière de journaliste, j'ai interviewé une célébrité, donc c'était un acteur porno. Donc c'est donc spécifique, qui demandait un peu à toutes les femmes de la journée, qui croisaient toute la journée, si elles étaient d'accord pour coucher avec lui. Il était très sûr de lui, il avait une statistique sur la question, il m'avait assuré à l'époque qu'environ 1 sur 10 était d'accord. Donc en gros, il faisait un peu une pêche au chalut. Et donc, il s'assurait de coucher avec au moins, je sais pas moi, 2 ou 3 femmes dans la journée, de façon très efficace. Alors, il avait pour lui d'être acteur porno, donc d'avoir des skills d'acteur porno et un truc en plus à proposer. Mais du coup, je me demande quand même quelle est la réflexion autour de ça et quel est le but, quoi. 1 sur 10, il joue au bingo, en fait, le mec. Bingo c'est incroyable, quand même. Et, écoute, à l'époque, il m'avait vraiment assuré que ça marchait sur 1 sur 10, et j'ai tendance à penser que probablement, parce qu'en fait, en vrai, si tu demandes à n'importe qui tout le temps et qu'on te reconnaît un peu, parce que du coup, c'était une célébrité, pourquoi pas, quoi. T'en penses quoi, Daisy, toi? Bah, le truc, c'est que ça ressemble vachement à du harcèlement, quand même. Parce que... Alors, il prenait pas mal le nom d'expérience, hein, donc du coup, je lui dis non, ça ne m'intéresse pas, mais il prenait pas mal le nom, c'était plutôt, bon, bah, je demanderai à la prochaine. C'était déjà ça pour lui. Ouais, c'est déjà ça. Mais après, je sais pas, il y a un côté... imposer à tout le monde en fait sa sexualité, sa présence et je pense qu'il avait peut-être une certaine fierté à être dans sa sexualité, dans sa position d'acteur porno star et tout, et du coup à chercher, c'était un moyen de le dire à tout le monde et de l'imposer à tout le monde, quoi. Un peu comme les mecs qui harcèlent dans la rue sont pas forcément là pour essayer de pécho, parce qu'en fait je pense que c'est extrêmement rare que les mecs qui te suivent dans la rue en disant « Hey, mademoiselle, t'es bonne » et tout, vont pécho à la fin. En fait, ils font plus ça pour un peu marquer leur territoire, se dire que la rue leur appartient. Oui, c'est moins la question de la personne que tu dragues que le geste que tu fais et le pouvoir dans lequel tu te mets, quoi. Oui, mais à la différence que les mecs dans la rue... Je pense comme toi, je suis même pas sûre qu'ils attendent une concrétisation, quelle qu'elle soit, de leur drague. Une réponse, quoi. Alors que l'acteur porno, là, il était clairement... Donc j'ai fait mon travail d'acteur porno, c'est-à-dire que j'ai eu du sexe dans ce domaine précis, qui est l'ordre de mon métier. Mais à côté, je vais arrêter toutes les nanas arrêtables pour voir laquelle va... Et là, c'est concret, en revanche, comme démarche.
Donc c'est pas vraiment de la drague en plus, c'est plus des stats, quoi, non? Pour le coup, c'était presque sociologique. Je pense qu'il aurait pu, à terme, parce que du coup, avec les chiffres que ça pouvait représenter sur une année, le mec pouvait dire, alors ça marche majoritairement avec des serveuses, ça marche majoritairement avec des journalistes, et oui, il aurait pu faire ces stats-là, s'il les a pas fait lui-même d'ailleurs. Mais oui, je suis d'accord avec toi, on est moins dans une émotion, dans un partage, et dans quelque chose en plus qu'on partage à deux, parce que là, pour le coup, c'est vraiment quasiment masturbatoire, c'est tout seul. Clairement. Moi, je me souviens vraiment de mes moments de pure drague, les moments où je me suis sentie un peu fière de l'avoir fait, quoi, le premier pas, parce que ça m'arrive donc pas souvent, mais aussi parce que j'ai besoin d'être vraiment émue par quelque chose, par la personne, parce que en fait, je m'implique dans ce truc, quoi. J'ai vraiment tenté quelque chose avec quelqu'un qui me plaît, mais une fois que c'est le cas, je suis super cash dans mes intentions. C'est un peu comme toi, Daisy, tu vois. Quand la personne me plaît, que on a un peu discuté, qu'en face, je sens que je plais aussi, je vais pas tergiverser pendant 6 mois. Ça va être, au fait, est-ce que ça t'intéresse qu'on se rencontre ou qu'on fasse plus de choses. Et du coup, c'est vrai que j'étais pas cet acteur porno, mais c'est vrai que dans le cadre de la relation, qui est pas encore une relation, je peux être assez cash. C'est le cas pour toi, Marion, aussi? Oui, moi je suis extrêmement cash. Tu veux dire après les 3 ans de... C'est ça. Mais réellement, en plus, c'est une fois que... En fait, c'est un peu comme toi. Il faut que je sois sûre que ce soit bon. Mais du coup, je mets beaucoup de choses en place pour être certaine que c'est bon. Et une fois que les choses sont mises en place, que la personne me connaît, que j'ai bien amené, que j'ai bien fait des sous-entendus, des petits regards, des décolletés, du parfum, enfin tout ce qui va avec, là, je passe là, je suis extrêmement cash. Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu mon homme, que j'ai dragué pendant 3 mois, vent après vent. On parlera peut-être de la loose après, mais comme c'est mon mec depuis 7 ans, ça va. Mais en l'occurrence, dans le cash, j'ai fini carrément, moi, par m'allonger sur ses genoux et lui prendre la main pour la caresser. Voilà. J'ai eu peur de ce que t'allais dire. Je t'avoue, 2 secondes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a pris? Mais c'était réellement le sous-entendu, hein, ceci dit. Pour lui caresser la main, donc, devant un film. Et mon mec qui ne voulait pas de moi s'est levé avec un petit air très gêné, enlève ma main et dit bon, je vais aller me coucher moi, avec un air très fuyant. Mais j'ai été cash pendant les 3 mois sans arrêter. Je me suis rendu compte que j'étais franchement dans la posture du harceleur que je dénonce moi-même en fait. Il m'a même expliqué que ça avait fini par le gêner, c'est-à-dire que il voulait jouer de la guitare et il osait pas faire le morceau Kiss Me de peur que j'entende un message tellement il se sentait harcelé, le pauvre mec. Bon, et c'est quand j'ai arrêté qu'il est revenu. Voilà. Il m'a dit que ça faisait un petit peu peur quand même, ce côté trop cash. C'est une bonne morale, je trouve. Parce que du coup, quand on arrête d'être loup, ouais, et ben les gens viennent ou reviennent et c'est pas plus mal. Après, ça dépend vraiment de la posture qu'on a de base. Hein. Vraiment, enfin moi, je suis effectivement plutôt en sous-marin, plus que toi là-dessus sur cette période-là, mais cette période de drague ou en tout cas de on rapproche machin. Et donc oui, en général, quand tu donnes ton dernier coup, le coup des stockades finales en disant oui, on va peut-être se voir pour coucher ensemble. Là, j'ai vraiment assuré le coup, vraiment définitivement. Je demande pas 10 fois, tu vois, je demande 1 fois. Souvent, c'est déjà oui. C'est vraiment un truc c'est vraiment un truc de courage. Je me dis, j'ai vraiment pas assez de courage. Et toi, Daisy, du coup? Moi, quoi? Alors, tu n'es pas une stalkeuse, mais tu es plus courageuse que moi, quand même, sur cette approche-là. Toi, du coup, toi, t'es plutôt cash, au final, puisque du coup, tu l'as approché comme ça. Ouais, enfin, c'est relativement récent que je sois cash, parce que je suis passé par plusieurs périodes, on va dire. Mais en fait, je me suis rendu compte, en devenant une femme lesbienne que, comme tu disais, dans la vie, il y a 14% des femmes qui font le premier pas. Je pense que ça inclut un certain nombre de lesbiennes et que très souvent, en fait, on peut passer beaucoup de temps à se tourner autour sans qu'aucune n'ose faire le premier pas. Et à un moment, j'ai dû me dire, ok, quoi, faut que j'assume et que je sois celle qui fait les premiers pas parce qu'en vrai, j'aime les choses un peu franches et directes quand même, quoi. Et du coup, c'est pour ça aussi que parfois j'ai l'impression d'arriver avec mes gros sabots, c'est parce que
j'ai l'impression qu'on peut perdre beaucoup de temps à se regarder en chien de faïence et à attendre que l'autre fasse le premier pas. C'est intéressant ce que tu dis parce que donc je représente les femmes bisexuelles autour de la table et c'est vraiment un truc de femmes bisexuelles aussi de ne pas avoir les codes de la drague lesbienne, d'avoir l'impression de ne pas, enfin d'en voir mais de ne pas les comprendre. Et comme c'est tellement différent de ce qu'on, alors souvent en général on est formaté par la drague hétérosexuelle dès le départ, hein. C'est extrêmement différent et extrêmement difficile de se positionner, de trouver comment faire pour transformer l'essai, s'exprimer sans être lourde, s'exprimer sans être et du coup ouais, vraiment je l'entends dans mon travail mais même à titre personnel, tu ne sais pas comment aborder la personne. T'as peur de mal faire, t'as peur d'être agressif, t'as peur que ce soit mal pris et c'est assez compliqué à gérer. Moi je trouve que c'est vraiment des codes spécifiquement la drague entre femmes qui sont assez spécifiques. C'est vraiment un truc et qui peut être assez paralysant. Je le vois vraiment là du coup dans le cadre de mon travail avec les femmes bisexuelles. Il y a beaucoup de femmes qui disent j'y comprends rien, j'y arrive pas, j'ai peur, c'est trop inconnu pour moi et je laisse tomber quoi. Ouais, je pense qu'il y a deux trucs qui sont que d'une part en tant que femme, on est plutôt socialisé à attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Et puis, en tant que femme lesbienne ou bisexuelle, on a quand même grandi dans une société qui nous inculque que les lesbiennes, c'est quand même peut-être un peu des méchantes prédatrices qui sont un peu dangereuses et tout. Donc, on n'a surtout pas envie d'être ce cliché-là, qui n'est pas fondé, évidemment. Mais du coup, il faut un peu passer outre cette peur pour si on espère pécho, quoi. Parce que je pense que c'est aux antipodes de la drague entre mecs, qui est quand même le truc le plus cash qui existe. Parce que, je sais pas, pour les gens qui ont été faire un tour sur Grindr, c'est extrêmement cash, même très agressif dans le rapport. C'est-à-dire que les gens s'abordent directement avec des propositions sexuelles, ce qui n'est pas un problème du tout. C'est encore une fois, c'est une question de code et de code dans ces communautés. Mais c'est vrai que sur la question de la drague entre femmes, ça reste dans le flou et assez difficile parce que tout le monde a peur de faire une connerie, j'imagine. Moi, je me demande si, au-delà, parce qu'évidemment, moi, je suis l'hétéro de la table, donc sous mon prisme à moi, je me demande si c'est pas tant, tu parles de la drague entre femmes, mais je m'interroge sur la drague simplement sur les femmes. On parlait de être draguée ou non. Je te dis que je suis pas draguée en général, j'en sais rien, dans le sens où je crois que j'aime pas être draguée. J'aime pas être draguée pour plein de raisons. Déjà parce que j'ai le cliché du salut, t'es bonne, ton père il a pris toutes les étoiles. Hein. Et puis au-delà de ça, il y a cette phrase qui dit je n'accepterai jamais de rentrer dans un club qui me voudrait comme membre. Moi je sais que je pars à la chasse dans le sens où quand un mec ne me regarde pas, je suis assurée qu'il est safe et il en devient incroyablement sexy. Et c'est ça que je vais aller chercher en fait. Et je trouve que un mec qui prend les devants et qui me regarde et qui malgré tout, quoi que je me dise, je sais que ça m'agresse. Et il perd, pour moi, en sexitude. Du coup, là, je vous entends parler de est-ce que quand t'es une nana et que tu dois draguer une autre nana, qu'est-ce que ça fait comme code, est-ce que tu rentres dans cette agressivité? Mais je crois que c'est aussi vachement lié au fait que depuis moi, ma première main au cul dans la rue, j'avais 10 ans, quoi. Je crois que c'est vachement lié au fait que depuis que mon corps, il est sexué, je n'ai pris en drague que l'agressivité de la drague, en fait. Donc, en grandissant, je prends les devants et je deviens chasseresse, mais je crois que la personne qui me drague, homme ou femme, ça va m'agresser d'une façon ou d'une autre. Et je crois que c'est très conditionné, en fait. Oui, moi j'ai pas répondu à ça, mais c'est vrai que je pense qu'on me drague, parfois, on me drague, hein, mais c'est toujours désagréable aussi. C'est toujours par des gens dont t'as pas envie qu'ils te draguent. Parce que sinon, tu participerais au jeu et du coup, la question ça rentrerait déjà dans une forme de sous-relation ou de relation, de séduction. Et du coup, effectivement, le fait de draguer et être dragué, c'est plus draguer qui est agréable, entre guillemets, ça dépend comment tu l'abordes et avec qui, et ainsi de suite. Mais être dragué, effectivement, on est dans un truc de quelqu'un vient nous chercher. Et bon, souvent, quand c'est des hommes, c'est pas toujours très finaux et c'est pas souvent agréable. Puis je crois qu'aussi tu disais que t'avais pas eu de témoignages de mecs, c'est peut-être aussi parce que si ils te racontaient les mêmes choses que ce que tu décrivais, par exemple, j'ai envoyé un DM à la meuf en plein milieu de la soirée ou en fait on se dirait mais c'est du harcèlement quoi. Donc les mecs ils le font mais ils le racontent pas forcément. Ouais, ils l'assument plus. Vraiment. En tout cas, il l'assume plus quand il parle à Lucille Béland de ça. Et on les comprend un petit peu. Non, mais je comprends tout à fait, effectivement, ce positionnement. C'est vrai que c'est intéressant de se poser même
tous, toutes et tous, la question de la domination dans la séduction, dans la sexualité, et que fatalement, donc ça se pose la question de nos pratiques personnelles, et c'est pas toujours agréable. Alors majoritairement, quand t'es un homme cis hétéro, c'est souvent beaucoup moins agréable parce que du coup, tu te remets beaucoup en cause. On a parlé de nos bons moments, nos beaux moments de drague, et je pense que c'est important de parler aussi de nos moments de loose. On l'a abordé, on en a parlé, on y a pensé en premier, nos fameux moments de loose, parce que la drague, ça marche pas à tous les coups, déjà, parce que l'histoire s'écrit pas toujours dans notre sens, et puis ça fait aussi partie du jeu de l'accepter. C'est aussi une partie de cette histoire de drague, de prendre bien les choses, ou de se dire que c'est pas si grave, et de continuer notre vie comme ça. Personnellement, je vais vous partager un truc perso. Mon plus beau moment de loose au rayon des invitations évidentes et des premiers pas, c'est quand je me suis emmerdée, alors j'étais assez jeune, j'avais pas de thunes, aller acheter le plus beau papier à lettres du monde avec l'enveloppe assortie dans une boutique, une papeterie super rush. J'ai envoyé une lettre anonyme à une personne, en sachant qu'il me reconnaîtrait, C'était pas une lettre anonyme à une personne random qui m'aurait jamais reconnue. Quelqu'un qui me connaissait, en lui disant que je voulais le voir, et puis je lui ai donné rendez-vous devant un tableau spécifique dans un musée, avec une heure et tout, genre un truc très précis, genre on se retrouvera tel samedi à 14h devant ce tableau, parce que j'avais vraiment envie d'écrire ce moment romantique devant ce tableau qui me plaisait beaucoup, et il est jamais venu. Pendant des heures, je me suis fait passer pour une étudiante en beaux-arts avec un carnet. Je fais semblant de prendre des notes sur le tableau parce que c'était chelou que je reste assise devant ce tableau pendant des heures. J'ai pleuré, évidemment, aussi. C'était un grand moment de loose. Et en dehors de ce râteau assez anthologique pour moi, le pire, c'est que la raison de sa non-venue n'était même pas un choix personnel. C'est-à-dire que le mec n'avait pas décidé de me faire un râteau. C'est qu'il m'a dit plus tard, genre quelques semaines, mois plus tard, que la lettre était arrivée trop tard. Enfin, qu'il l'avait eue trop tard. Et genre 4 jours après le rendez-vous, le mec avait ouvert l'enveloppe et il s'était dit « Ah merde, c'est con !» Et du coup, donc maintenant, en fait, mon petit truc, en fait, moi, maintenant, c'est les réseaux, les mails, les trucs avec des notifications de lecture. Parce que la poste, non, plus jamais. Voilà. Marion, c'est quoi ton ou tes moments de loose de drague? Alors, c'est pas moi. C'est une des rares anecdotes que j'ai en tête de quelqu'un qui m'a draguée. Enfin, on était dans la séduction, on se draguait mutuellement, mais c'est quelqu'un qui, visiblement, avait des problèmes. C'est une histoire qui me fait beaucoup rire encore aujourd'hui. J'étais toute jeune et j'ai rencontré un mec en soirée avec qui il y a un échange de regards. Et on finit par sortir dehors tous les deux. Ça se passe plutôt bien. On se regarde, on se cherche, on va discuter ensemble sous le ciel nocturne. Et en fait, il avait un côté un peu dramatique, ce garçon. Déjà, il m'a fait un premier truc où il m'a dit qu'il sentait que j'étais quelqu'un de, je sais pas, de bien ou je sais pas quoi. Et je lui ai dit, mais comment tu sais ça? Parce qu'on vient de se rencontrer. Donc il me dit, donne-moi ta main. Donc je donne la main, il me dit, ferme les yeux. Et il me caresse la paume de la main. Il me dit, qu'est-ce que je fais là? Je lui dis, tu me caresses la main. Il me dit, et comment tu le sais? Je lui dis, il me fait, parce que tu le sens. Et en fait, j'ai calculé quand même sur le moment même. C'est une réplique de La Cité des Anges avec Nicolas Cage, précisément cette phrase. Et après, le mec supposait que t'avais pas vu le film. Oui, non, mais complètement. Et que là, il pouvait placer un truc un peu pile, on n'avait pas besoin parce que j'étais quand même prête à le pécho, mais non, ça m'a un peu bloqué. Et là, d'un coup, il me sort. T'as beaucoup de chance que le ciel soit couvert pour que nous sortions cette nuit. J'ai dit, la chance, pourquoi? Et là, il plante ses yeux dans les miens et il me dit, parce que Marion, il faut que tu saches, je suis un lycanthrope. Cette drague de l'espace. Et le mec a tout misé sur le fait qu'il soit très probablement un loup-garou, m'aurait beaucoup excité. Donc je suis partie quand même du principe que c'était un grand malade mental et j'ai stoppé court. Sauf qu'on était amenés à se recroiser. Et je faisais partie d'une bande de copines un petit peu cruelles qui, dès qu'elles le croisaient, faisaient « Ah !» comme ça. Donc, mais il me l'a dit avec un tel sérieux, il y croyait vraiment, je n'en sais rien en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Est-ce que cette line a déjà marché dans sa vie? Et alors, écoute, après il est sorti pendant peut-être 6-7 ans avec la sœur d'une de mes meilleures potes. Et elle me disait, quand même, le copain de ma sœur, il a des problèmes dans sa tête. Oui. Il me semble qu'une fois par mois. Non, il était très spécial. Voilà, je crois que c'est le pire moment de drague que j'ai vécu, mais qui a été un fou rire de plusieurs années. J'avais dit que ce serait mignon comme anecdote. J'avais prévenu. Tu nous sors les loups-garous direct. Mais je ne sais pas ce qu'est devenu ce garçon. Il vit sans doute dans une réserve. Il est heureux, tu vois, aujourd'hui. On lui souhaite. On lui souhaite. Et toi, Daisy? Moi, je sais pas, la pire... je pense, en tout cas, l'expérience la plus qui me reste la plus amère pour moi, c'était avec une fille. On s'était rencontrés sur un
sur un site de rencontre. On discute un peu, c'est sympa. On se donne rendez-vous un samedi après-midi dans un bar. Parce que, en gros, je sais pas pourquoi, mais elle m'avait dit qu'elle était dispo que tôt et que genre à partir de 16h et que elle pouvait pas, elle devait rentrer tôt. Et en fait, on est resté jusqu'à la fermeture du bar. On s'est trop marré, on a discuté pendant des heures et des heures. On s'est raconté toute notre vie, on s'est fait des confidences. C'était super sympa. On avait picolé aussi, et puis on s'est dit au revoir dans les transports et on a continué à discuter pendant les 2-3 jours suivants en ligne, quoi. C'était vraiment genre à fond toutes les deux dans la relation très vite. Et puis au matin du 3e jour, on va dire, j'ai fait une blague qui est mal passée. Mais on faisait tout le temps des petites blagues un peu humour noir et tout, et moi je lui dis faut que je sorte du lit mais je suis coincée par la flemme, et puis elle me dit faut que je sorte du lit mais je suis coincée par ma dépression, et donc petite blague quoi. Un peu plus tard je lui envoie un message, bon ça y est je suis sortie, j'ai pris mon petit déj, et toi t'es sortie aussi? Et puis elle m'a dit de quoi? Bah de ta dépression. Mais comment t'oses blaguer là-dessus? Nanana. Et elle m'a envoyé, et en 3 messages c'était fini. Bah, si tu veux mon avis, c'est une bonne chose. Hein. Peut-être. Ça serait arrivé à un moment ou à un autre. Je pense que c'est vrai que là, c'était... c'est ça. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai réussi à faire plein de messages et des heures passées avec elle d'un coup, et ça se passait super bien, vraiment une très bonne connexion très rapide. Et puis d'un seul coup, voilà, tout par terre, quoi. Du coup, ça t'est difficile à gérer comme une forme de rupture pour toi, ou ça a été? En fait, je me suis sentie très très conne d'avoir fait cette blague pendant assez longtemps, et puis bon, ouais, peut-être que rétrospectivement, c'est pas plus mal que ce soit arrivé tôt que tard, mais c'était vraiment un truc. J'étais totalement en coup de foudre, quoi, et ça s'est arrêté de façon super abrupte. Sur une blague. Sur une blague, ouais. Et moi, je suis une grande blagueuse, donc j'ai, en général, si je fais des bides, ça va, je m'en remets. Par contre, s'il y a des conséquences comme ça, là, d'un coup, ça remet en question beaucoup de choses. Mon humour, en général, c'est plutôt un atout de séduction que... Mais je rebondis, mais l'échec de drague remet en question beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, toi, ton humour, que tu considères être une des grandes solidités, une des cartes que t'as en main. Je pense que n'importe quel râteau, n'importe quel arrêt brutal dans une démarche de séduction va remettre en question pile la chose que ça a ciblée, tu vois. Que ce soit ton physique, ton humour, ta carrière, ton intelligence. Voilà. J'ai un mec une fois qui m'a envoyé un râteau en m'expliquant que il me trouvait très sympa avec un très joli corps, mais intellectuellement pas à la hauteur. Voilà. Ça te remet bien en question aussi. Oh, le niveau de râteau, mais qui fait ça, quoi? Ouais. C'est vraiment de la méchanceté pure. Alors, je ne donnerai pas de nom, mais c'est quelqu'un de très connu. C'est la méchanceté pure. C'est difficile de gérer son râteau. C'est-à-dire qu'on a tout autour de la table, et t'es obligé un jour de dire non, je pense. Mais dire non correctement, avec les formes, sans blesser la personne, je pense que c'est quelque chose qui quand même me tient à cœur. Enfin, moi, j'ai essayé de blesser le moins possible les gens, quoi. Et moi, ce qui a été très compliqué dans cette réponse, c'est que il le disait pas avec méchanceté. Il y avait un réel constat de sa part d'une incapacité entre nous deux à continuer à parler, parce que lui, il a sans doute un QI largement supérieur au mien. Mais c'était pas méchant, quoi. C'était ça reste c'était rude, affreux. Quoi. Ouais, ça reste rude. Mais moi, il y avait un type comme ça avec qui j'ai eu même pas une relation, quoi, un truc vraiment de l'ordre du plan cul, et le mec arrêtait pas de répéter que j'étais pas physiquement au niveau par rapport aux meufs qui se tapaient d'habitude. Et donc, du coup, ça voulait dire que ça n'irait pas plus loin que ça, quoi. Alors, en soi, pour moi non plus, parce que j'étais pas plus intéressée que ça par lui, mais du coup, à chaque fois, il y avait quand même cette blessure d'ego supplémentaire. C'est-à-dire que la relation, le plan cul en soi, était pas ouf. Mais en plus, ça remettait en cause ma valeur en tant que personne, ce que je représentais. Et donc là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, avec qui je suis? Je suis vraiment en train de me punir de cette histoire, quoi. Et c'est vrai que cette méchanceté gratuite-là, elle est inexcusable. Je pense que vraiment, on est obligé, même pour les hommes en réalité, là, tu vois, on parle d'hommes spécifiquement sur ces râteaux dégueulasses, on est obligé de se rendre compte qu'on blesse les gens. Parce qu'on l'a vraiment tous et toutes vécu. Genre, les mecs en particulier sont pris des râteaux. Enfin, je connais pas beaucoup de mecs qui s'est jamais pris de râteau. Bah, tu détruis pas les gens au passage, c'est absurde, pas pour ce que ça vaut, quoi.
Et d'ailleurs, c'est drôle, ça me permet de transitionner. J'ai récupéré encore une fois des petits témoignages de femmes sur le sujet, et je remarque que c'est moins la drague ratée, c'est-à-dire dans le sens où tu t'y prends pas bien, qui a marqué les gens, que la hauteur du râteau qu'elles se sont pris qui les a marqués. C'est-à-dire que c'est vraiment pas la réalisation du truc qui est un problème, c'est vraiment la souffrance que t'en as qui est restée, ou l'humiliation qui est restée, qu'on peut parfois transformer en humour et en histoire marrante. Isabelle raconte que quand elle a tenté subtilement de faire comprendre à un type qui lui plaisait, de dingue, elle précise, mais qu'elle savait pas comment lui dire, le mec très emballé, pour la conseiller, pour l'aiguiller sur comment dire à un type qui lui plaît, machin, lui a donné la recette de comment il a dragué sa femme avec qui il venait d'avoir un fils. Donc la meuf s'est retrouvée dans une situation gênante et un peu humiliante, voire beaucoup humiliante, ça dépend comment elle était impliquée. Et puis Harmonie raconte qu'un jour elle a eu un crush sur un vendeur Leroy Merlin en passant à la caisse. C'est très spécifique. Elle a gardé le ticket de caisse parce que sur les tickets de caisse, il y a souvent les prénoms ou les prénoms et les noms des gens. C'est le cas au McDo aussi, je sais. Enfin, dans plein de trucs, sur le ticket de caisse, il y a écrit la personne qui t'a encaissé. Elle le retrouve sur Facebook, qui lui avait vraiment plu. Elle lui envoie un message et elle se prend un râteau monumental, parce que soit le mec a jamais compris que c'était une drague, même si je pense que c'est quand même il y a l'effort, quoi. Soit il était pas intéressé. Mais du coup, elle a été au bout de ce geste de crush, un peu comme Marion racontait, les crushs où tu te fais vraiment tout un film, où tu fais un grand geste. Tu te dis, ce serait un début d'histoire incroyable à raconter à nos petits-enfants. Et au final, énorme râteau, stop tout de suite, non. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, ça, je crois que... Enfin, tu vois, quand on a parlé de faire cette émission, moi j'avais 2 anecdotes en tête, le loup-garou, qui est quand même assez importante, et ma web-série. Mais là, plus on en parle, je me dis, mais c'est qu'une seule anecdote comme ça, parce que moi je crois que ma vie est jonchée de mecs qui m'ont dit... qui t'ont dit non. Qui m'ont dit non, qui m'ont dit tu ne me plais pas, qui m'ont dit je suis déjà engagée ailleurs, et même si j'étais pas engagée ailleurs, je t'avoue que t'es pas mon genre. Enfin, tu vois, c'est genre... Toujours avec beaucoup de gentillesse. Alors moi, j'ai vraiment pas eu de réponse gentille, jamais. Mais je crois que c'est peut-être l'aspect frontal. Il y a une frontale aussi, en fait. Et puis même, une fois que je suis sortie avec les mecs, parce que j'ai eu des très belles choses, hein, je sors enfin avec le mec, pareil, 6 mois de drague, je sors enfin avec lui, et puis au bout de 1 ou 2 mois, où il tombe enfin amoureux de moi, il me dit c'est marrant, hein, mais finalement, quand on te parle, t'as vachement de charme. Bon, très bien. Bon, on va se contenter de ça, hein. Attends, c'est vraiment des affaires au long cours, quoi. On est sur des dossiers précisément. Ouais. T'as des carnets avec des prénoms et des trucs qui durent des années, mais j'aime bien, parce que moi je les chéris aussi, ces histoires qui ont duré longtemps, parce qu'elles font partie de ta vie, et au final c'est moins la personne qui est rentrée dans ta vie qu'une sorte de fantôme, de version immatérielle de la personne, à qui t'as inventé même des passions, une vie, des potes. Alors, en l'occurrence, le mec dont je parle qui m'a sorti ça, belle anecdote, parce que ça a duré 5 ans, notre histoire. Donc j'ai eu raison de batailler, comme j'ai bataillé pour mon mec. À chaque fois, ça t'a donné raison, quand même. Oui. Enfin, pas à chaque fois, parce que du coup, il y a eu des échecs, mais tes histoires viennent aussi de cette bataille-là. Ouais, complètement. Et puis, c'est aussi, il y a la différence entre la séduction et la drague. La drague où c'est l'action, et la séduction où c'est un état, et souvent mutuel. Moi, je crois aussi que ces mecs où j'ai vraiment bataillé, je sentais réellement qu'il pouvait y avoir un truc. C'est-à-dire que je suis pas allée juste parce que il est mignon et que j'ai un crush. Ça a souvent donné lieu à de longues histoires. Vraiment. Et qui ont été très importantes pour moi et pour eux, en l'occurrence. Moi, je crois que je lâche vite l'affaire, en fait. C'est-à-dire que si en fait, il y a rien, une fille qui m'intéresse et que on commence à se voir un peu, mais qu'il y a rien qui se passe, en fait, assez vite, on devient juste amis. Et j'ai énormément de mes amis qui sont en fait des filles que j'ai rencontrées sur des sites de rencontres. C'est aussi super sympa comme ça, quoi. Mais du coup, je sais pas, j'ai pas l'endurance, moi, en fait, pour durer super longtemps. Si ça arrive pas, je vais passer à une autre histoire, quoi. Ouais, moi je pense que j'ai c'est un investissement personnel, je me donne 1 mois, tu vois. Genre, 1 mois, un nombre de messages, si le message passe pas, si au final je me rends compte que j'en ai moins envie, c'est fini, quoi. On passe à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, moi il y a un truc aussi de maturité, c'est-à-dire vraiment le crush dans lequel tu t'investis, dans lequel tu inventes une histoire, une fiction incroyable, une aventure et qui fait partie de ta vie après, de ta personnalité et qui est fondatrice. C'est un truc qui a vraiment marqué ma vie de 15 ans à 22, 23 ans. Et depuis, je suis engagée dans des histoires qui sont vraiment très différentes, avec des relations qui sont aussi très différentes. Je sais pas, ça fait vraiment un moment que j'ai pas eu de crush à proprement parler, comme à l'ancienne, c'est-à-dire le crush sur lequel tu transformeras jamais l'essai, ou qui est vraiment un pur fantasme. Je pense que je fantasme moins les gens aussi.
J'ai tendance à moins leur imaginer des vies formidables ou des personnalités formidables. Peut-être qu'il y a un côté un peu blasé du truc, mais ouais, il y a moins de place au fantasme dans tout ça. Ouais, puis il y a aussi un truc, et que pour moi, en fait, le fait que beaucoup de mes crushs sont des personnes sur sites de rencontres ou réseaux sociaux, bah en fait, j'en ai souvent plusieurs à la fois. Et du coup, il y a un peu ce sentiment que bon, si ça se fait pas avec elle, on passe à la suivante, quoi. Ce qui fait, je sais pas, ça peut faire un peu genre consommatrice. C'est peut-être ce que nous font les sites de rencontres en particulier. Ça rend le processus très limite marchand, quoi. Mais en même temps, moi, je trouve ça assez cool d'être un peu moins dans la projection sur une personne. Ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave. Et puis, il y a toujours d'autres poissons dans l'océan, quoi. Et j'ai moins souvent les déceptions sont plus faciles à avaler aussi, du coup. Je pense que c'est une composante vraiment importante du jeu de la drague en général, et j'aime bien l'idée qu'on conclut là-dessus, c'est qu'il faut apprendre à accepter que parfois ça marche pas, parce qu'au pire ça nous fait toujours une histoire marrante à raconter, pendant des années, en soirée, à ses potes ou en podcast. Je ne l'accepterai jamais. Et au mieux, du coup, on tourne la page en se disant que c'est une histoire qui devait pas s'écrire, que c'est pas grave, que la vie continue, qu'il y a plein d'autres gens, et que voilà, c'est comme ça, et puis c'est pas grave. Et puis que on a toujours partagé aussi quelque chose avec quelqu'un, et que on n'a pas besoin de transformer toujours ces partages en choses concrètes ou physiques. Merci Marion d'être venue nous raconter tes histoires. Merci à vous deux, c'était trop cool. Merci Daisy. Merci. C'était C'est compliqué hors série de l'été 2021 sur la drague. Donc merci à Daisy, fondatrice du blog La M'expliqueuse et autrice, et à Marion, metteuse en scène, directrice d'acteurs et d'actrices à Paris, ainsi que auteure. Merci à l'équipe de Slate Podcast, Benjamin Septem-Ours, Christophe Caron et Aurélie Rodriguez. On se retrouve dans 2 semaines, et en attendant, si vous voulez témoigner d'un problème ou d'un questionnement que vous avez sur votre vie, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à ccomplicqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.